Bonjour et bienvenue dans la seconde partie de cette masterclass. Donc, si vous n'avez pas suivi la première partie, je vous exhorte vivement à suivre la première partie. Vous trouverez le lien en description ou en premier commentaire de cette vidéo aussi. Donc, dans la première vidéo, nous avons vu en détail les raisons pour lesquelles nous avons eu la conception du protocole MCP. Pour quel problème il est venu résoudre. Nous avons aussi vu les primitives et les architectures de base de ce protocole-là. Et dans la suite, dans cette deuxième partie, nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on fait pour concevoir un MCP. Nous allons voir les briques de base. Nous allons aussi voir comment ça peut se déployer en local et même en ligne à travers Docker ou les Cloudflare Workers. Et nous parlerons un peu des fonctionnalités avancées qui arrivent par rapport à cette architecture-ci ou bien par rapport à cette technologie-ci qui va être pour moi une des technologies phares pour les mois à venir dans le domaine de l'IA. Mais avant d'entrer dans la suite, nous allons d'abord essayer de faire un point sur ce que nous avons abordé la dernière fois très rapidement. Nous avons vu que le protocole MCP est venu pour résoudre un problème, car avant l'arrivée du protocole MCP, lorsque j'avais besoin pour un outil donné, par exemple le Cloud Desktop, si j'avais besoin de construire un connecteur pour Cloud Desktop, pour GitHub, j'allais faire un connecteur personnalisé pour GitHub. Si j'avais besoin de construire pour Slack, j'allais faire un autre connecteur personnalisé pour Slack. Et ça fait que lorsqu'il allait avoir une deuxième IA, peut-être ChatGPT, qui allait vouloir aussi discuter avec GitHub, j'allais devoir faire un deuxième connecteur GitHub pour ChatGPT et un deuxième connecteur Slack toujours pour ChatGPT. Donc là, on avait un problème de complexité N fois M parce que pour chaque intelligence artificielle, il fallait créer autant de connecteurs d'outils, pour chaque outil, donc GitHub, Slack, etc. Et donc ça, c'est une complexité qu'on va généralement dire de l'ordre de n carré, donc qui est très élevée avec le nombre d'outils et le nombre d'intelligences artificielles qui devaient être créés. Ensuite, avec le protocole MCP, le problème est devenu beaucoup plus simple parce qu'au travers du protocole MCP, on construit un serveur pour un seul outil et toutes les autres intelligences artificielles, au travers de ce protocole-là, peuvent venir et travailler avec cet outil-là. Donc, il suffit de construire un serveur MCP pour GitHub pour que Cloud Desktop, tant pour moi, ChatGPT, QSOR et tous les autres outils, au travers du protocole MCP, puissent communiquer avec ce serveur. Ce qui fait que la complexité du problème est passée à une complexité beaucoup plus simple qui est de n plus m, donc qui est une complexité d'ordre n, tout simplement. Et donc, nous avons vu ici, nous allons vu un peu plus en détail comment est-ce que fonctionne cette architecture MCP-là. D'abord, quels sont les éléments qu'on retrouve dans cette architecture? Dans l'architecture du MCP, il y a 4 éléments importants. Il y a le host, le client, le serveur et les modèles, bien les différents protocoles de transport de données. Donc, un host, simplement, ça va être l'outil que vous allez utiliser. Ça peut être Cloud Desktop, ça peut être QSOR, ça peut être ChatGPT, etc. Et pour chacun de ces outils-là, chacun de ces hosts-là, chacun de ces outils-là, il va créer, en fait, un outil peut créer autant de connexions avec le serveur. Donc, et chacune des connexions qu'il va créer, là, on va appeler ça client. Donc, par exemple, Cloud Desktop, qui est votre outil, on va simplement créer une connexion avec le serveur GitHub, une autre connexion avec le serveur Slack. Et là, il existe différents protocoles de communication, donc on va dire de protocoles de transport de données. Et il y a par exemple le protocole STD-IO, qui est le protocole qui va être utilisé pour communiquer au niveau local. On a le protocole HTTP ou bien des protocoles HTTP comme par exemple SSUS, etc., qui vont permettre de communiquer avec le serveur soit en local, soit en ligne, tout simplement. Donc, c'est les 4 éléments de base de l'architecture MCP. Maintenant, nous avons vu un peu comment fonctionne en fait ce protocole DZone REPC. C'est tout simplement un protocole qui est très simple, qui permet en fait de faire des communications très simples entre un client et un serveur. Premièrement, dans le DZone RCP, il y a ce qu'on appelle les requêtes classiques. Les requêtes classiques sont des requêtes qui sont identifiées par un ID. Par exemple, ici, on a une requête qui est bien sûr au format DZone, qui va avoir la version de la requête DZone RCP, donc version 2. Ensuite, on a l'ID, donc ça c'est l'ID de la requête, donc c'est une requête classique. On a la méthode, ici la méthode toolcall, qui est une méthode qui permet simplement de pouvoir appeler un outil spécifique. Et là, il va avoir divers paramètres. Et à ce genre de requête, il y a 2 réponses qui sont possibles.
Le serveur peut répondre par un résultat, donc ça veut dire qu'il a fait l'action et puis il renvoie le résultat, ou alors il peut répondre par une erreur. Par exemple, ici, on a une deuxième requête qui a été envoyée avec ici comme méthode read resource, donc pour lire une ressource avec des paramètres, et là, tout simplement, le serveur a répondu avec une erreur. Donc, il y a le code d'erreur et le message. Ensuite, on a un autre type de requête particulière qui est les requêtes qui permettent en fait d'envoyer des notifications spécifiques, donc des méthodes de notification spécifiques au serveur. Là, on n'attend pas de réponse du serveur. On veut juste passer une information au serveur. Et donc, généralement, elles vont être matérialisées par simplement des éléments des requêtes qui n'ont pas d'ID, contrairement aux requêtes classiques. Ensuite, il y a plusieurs ressources qu'on a eu à voir en détail qui entrent en fait dans le cycle de vie du protocole MCP. Plusieurs primitives, il faut les appeler comme ça parce que le terme ressource est utilisé en MCP pour désigner quelque chose. Donc, on a plusieurs primitives qui sont en fait utilisables dans le protocole MCP. On a les tools, donc les outils, qui est une primitive. On a les prompts, qui est une primitive, et on a les ressources en elles-mêmes, qui est une primitive aussi. Et on a vu dans la première vidéo comment est-ce que la souscription à une ressource se passe entre un client et un serveur. Lorsqu'on veut souscrire à une ressource, donc à une ressource, quelle première chose qu'on peut faire? On peut souscrire à une ressource. Souscrire à une ressource peut être une action. Par exemple ici, le client souscrit à la ressource, ce qui lui permet en fait d'être prévenu si l'utilisateur 42 change. Et là, la souscription, tant qu'il qu'il ne s'est pas désinscrit de la souscription de cette ressource ici, à chaque fois qu'il y aura des modifications qui seront effectuées sur l'utilisateur 42, il va recevoir une notification qui va lui dire « Ok, l'utilisateur 42 a changé, etc. » On peut aussi avoir la lecture d'une ressource, par exemple, resource lead. Là, par exemple, on suppose qu'il fait une action qui demande la version. Là, il va recevoir un résultat instantané venant du serveur par rapport à la ressource qu'il a demandé. Et finalement, on peut se désinscrire d'une ressource, par exemple, pour arrêter de recevoir les inscriptions par rapport à une tâche qui a été demandée, comme celle-ci. Donc, ça, c'est un peu pour les différentes primitives qu'on a vues. Pour rappel, je veux un peu rappeler la primitive prompt et faire un peu un petit rappel sur les différentes primitives, et après, on entrera vraiment dans la suite qui est la compréhension du cycle de fonctionnement complet d'un MCP. Donc, je rappelle la troisième primitive. Je vous renvoie encore à la première vidéo pour voir les autres primitives. La troisième primitive, c'est la primitive prompt. Donc, la primitive prompt, comme on a eu à dire, un prompt, c'est simplement un template d'instruction prédéfini par un utilisateur. Donc, ça veut dire que d'avoir à écrire à chaque fois, tu es un expert en langage tel, en Python, analyse le code concernant telle chose, sécurité, performance, etc., ou une action spécifique. Pour chaque problème, c'est de la ligne explique, voilà. Au lieu d'écrire ça à chaque fois, voilà, on va simplement faire un prompt. Donc, on va seulement pouvoir appeler, on va seulement pouvoir demander au serveur, OK, je veux un code review. Un code review qui va faire quoi? Dans language, je veux donner la langue, Python. Je veux donner le focus, je peux décider que par exemple, ce focus seulement sur la sécurité. Et là, le serveur, lui, va nous retourner ce texte ici qui va dire, tu es un expert en Python senior. Analyse le code de conception sur. Il va voir que focus, ce n'est pas all par défaut. Donc, moi, j'ai dit sécurité, donc ça sera concernant sur. Il va mettre focus dans la sécurité. Pour chaque problème, cite la ligne explicative et propose une correction. L'avantage avec des prompts comme ça dans le MCP, ça fait en sorte que lorsqu'on a plusieurs développeurs, par exemple, qui travaillent sur la même application, pour qu'ils n'écrivent pas en fait leur prompt chacun à sa sauce, avec des architectures de prompts comme ça, donc pour que chacun n'écrive pas le texte entièrement à la main, voilà, on peut simplement faciliter avec des prompts comme ceci. Quelqu'un va seulement dire code review, langage ça, focus ça, et puis ça fait le travail. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est pas évidemment, j'ai dit que les prompts standardisent les workflows d'équipe. Donc, au lieu que chaque dev écrit et fournit au serveur des écritures différentes, avec un prompt, chaque développeur va simplement appeler la commande avec les paramètres adéquats, et là, le serveur saura ce qu'il a à faire. Donc, un prompt aussi peut inclure des ressources. Par exemple, ici, on a un prompt qui est spécialisé, qui s'appelle Debug Error, qui permet de débugger le contexte du projet. Donc, en plus de ces informations aussi qu'il envoie, qui est le message d'erreur, il envoie aussi deux ressources. La première ressource qui est le projet tsconfig. Donc, il va lire l'entièreté de ce projet-ci, qui va transformer en texte. Et il y a aussi une deuxième ressource qui est le package Disono. Il va aussi le lire entièrement. Ça veut dire que lorsqu'un utilisateur va envoyer debug error au serveur, il aura simplement ici en retour du
texte qui va d'abord dire erreur rencontrée et lui envoyer le message d'erreur. Il aura aussi, en plus de ça, 2 ressources supplémentaires qui vont extraire du texte. Mais le premier qui sera le contenu du fichier tsconfig.json et le second qui sera le contenu du fichier package.json. Donc c'est tout ça qu'il aura en fait lorsqu'il fera appel au prompt debug error. Donc ça permet par exemple qu'en faisant debug error, tout ceci soit fait et qu'il n'ait pas besoin de lui demander spécifiquement chaque fois au serveur. Donc pour résumer les 3 primitives qu'on a vues, donc les tools, donc ça c'est simplement des actions à exécuter. Donc le client demande au serveur qui effectue une action. Les ressources, c'est simplement pour avoir accès à des données, ça peut être des fichiers, ça peut être des bases de données, etc. Donc là, le client va demander au serveur une donnée. Et enfin, on a les prompts. Là, c'est l'utilisateur, donc ça veut dire l'application en elle-même, qui va demander au client, voilà, et le LLM va simplement lui rédiger un truc et puis il va l'envoyer au niveau du serveur. Donc voilà un peu les 3 primitives qui entrent dans le protocole MCP. Maintenant, on va essayer de voir ensemble quel est le cycle de vie complet. Quand on vient, en fait, quand on accède à un nouveau serveur MCP, quel est le cycle complet de l'application. Donc déjà, avant d'entrer dans chaque détail, on va d'abord voir un peu comment ça s'illustre ici. Pour faire simple, dans le cycle de vie, il y a 4 étapes essentielles. Il y a 4 étapes essentielles dans le cycle de vie. La première étape, c'est l'initialisation. Donc là, on va envoyer tout simplement ici une initialisation avec le protocole des versions et la capacité. Si vous voulez voir la capacité des versions, je vous renvoie à la première vidéo où vous allez pouvoir avoir des détails sur tout simplement les capacités, sur tout simplement les différentes capacités qu'on peut avoir dans la documentation. Et ici, après, on va envoyer une notification pour dire, OK, initialise-moi l'échange. Et là, le serveur, comme c'est une notification, pas besoin d'envoyer de réponse, il va seulement dire, OK, j'ai initialisé, c'est bon. Ensuite, on a la deuxième phase de discovery. Donc, discovery, c'est quoi? C'est de pouvoir en fait obtenir des informations sur tout. Par exemple, toute liste, il va obtenir la liste de tous les outils disponibles. Resource list, la liste de toutes les ressources. Et prompt list, la liste de tous les prompts possibles. Là, ça lui permet en fait de savoir quels sont pour le MCP qui a été déployé, quels sont les outils disponibles, quelles sont les ressources disponibles et quels sont les prompts disponibles. Après, maintenant, au travers de ça, tu peux maintenant faire diverses opérations. Donc, tu peux appeler, par exemple, un outil spécifique, tu peux faire du sampling, etc. Tu peux faire pas mal de choses. Et une fois que tu as fini, c'est simplement le shutdown. Donc, simplement, tu vas close tout ce qui est notification pour dire, OK, là, j'ai fini de travailler. Donc, c'est vraiment très, très simple. 4 étapes essentielles, l'initialisation. Deuxième étape, le discovery. Et troisième étape, les opérations. Et après, quand on a terminé, on envoie une notification pour dire, OK, là, c'est terminé. Donc, là maintenant, on entre dans le cycle de vie. On entre dans le cycle de vie de l'application complète. Donc, c'est ce qu'on a essayé de décrire un peu déjà. Donc, ici, comme on l'a dit, c'est 4 étapes essentielles. Initialisation, découverte. Donc, discovery, c'est découverte. On découvre quoi? La liste des outils, des ressources, etc. Et comment ça se passe l'initialisation? L'initialisation à la phase 1, comme je vous ai dit, quand tu envoies les éléments d'information, tu envoies le protocole de la version. Voilà, par exemple ici, ça c'est les informations sur le client, c'est Cloud Desktop, version machin. Les capacités, par exemple, list change, ça veut dire simplement que lorsque la liste change, on veut être informé de quand il y a des modifications. Parce que par exemple, vous pouvez être en train d'utiliser un serveur MCP qui n'est pas sous votre contrôle et par exemple, la personne qui développe fait un GitHub, un Git push et puis il modifie la version du serveur. Vous voulez que s'il y a des modifications, qu'effectivement, vous soyez informé. Par exemple, ici, le serveur, lui, il va envoyer, il va dire, OK, d'accord, le protocole version, c'est ça, le serveur, sa version, c'est ça. Les capacités que lui, il a tout le chain, ça true, donc ça veut dire qu'effectivement, s'il y a un changement au niveau des outils, vous allez forcément recevoir des détails. Resource subscribe, oui, on peut souscrire aux ressources, etc. Donc, justement, il y avait justement, dans la première vidéo, justement, parlé des différentes capacités qu'il y a et de comment est-ce que c'est important de savoir comment bien les décrire au niveau du client qu'au niveau du serveur en lui-même. Voilà. Donc, comme vous voyez ici, on dit le client ne doit pas envoyer de requête avant la réponse. Ça veut dire lorsque le client lance une requête d'initialisation, il ne doit pas en fait envoyer, d'informations avant d'avoir eu la réponse du serveur. Donc maintenant à la phase 2, donc phase 2 et 3, donc discovery et opération, comme je l'ai dit, tool list, c'est pour lister les outils. Resource list, c'est pour lister les ressources, donc les URI, c'est les URI des ressources. Donc, le schéma ici, il s'agit de quoi? Il s'agit simplement de la description et des paramètres. Prompt list, c'est pour lister les prompts et les arguments associés à ça. Donc, le serveur
peut notifier des changements. Donc, par exemple, si par exemple, comme je vous ai dit, il y a eu des modifications au niveau d'un outil, il peut notifier que l'outil a été modifié, il faut que tu fasses un nouveau discovery, il faut que tu puisses voir un peu les nouveaux arguments que tu as ajoutés à l'outil. Donc, voilà, le client redécouvre s'il y a modification. Après, au niveau des opérations, on a tool call pour exécuter un outil. On a resource read pour lire une donnée. On a resource subscribe pour s'abonner à une donnée. On a prompt get pour récupérer un template. On a sampling create message pour pouvoir communiquer avec le LLM au travers du serveur. On a hesitation.create pour pouvoir communiquer avec l'utilisateur au travers du serveur. On a login set level pour pouvoir configurer tout simplement les logs. Compilation complete pour l'autocomplétion. Voilà, on a pas mal de capacités comme ça qu'on peut utiliser, d'actions qu'on peut utiliser. Donc, négociation des capacités. Donc, de chaque côté, il faut déclarer clairement les capacités qui sont possibles, aussi bien du côté du serveur que du côté du client. Il en existe pas mal. Il existe le sampling pour demander au LLM de générer du contenu, le route pour accéder aux fichiers locaux, pour autoriser, etc. Il y a pas mal de capacités à disposition qui sont tout à fait bien documentées sur des repos GitHub. Donc maintenant, on va un peu essayer de voir ensemble comment ça se structure en fait un serveur MCP. Qu'est-ce qu'il y a spécifiquement à l'intérieur. Donc pour ça, tout simplement, j'ai préparé pour vous déjà un code déjà rédigé. Vous pourrez facilement le trouver au niveau de mon GitHub si vous voulez absolument avoir exactement le même code. Vous pourrez facilement le trouver au niveau de mon GitHub. Si vous voulez exactement avoir le même code. Voilà, vous pourrez facilement avoir toutes les informations par rapport à ça. Voilà, donc vous pourrez avoir ça exactement ici. Tous les liens seront en description si vous voulez avoir exactement le même code. Sinon, tout est très bien documenté sur le repo GitHub tout simplement du modèle concept protocole qui a été écrit par Anthropic. Donc tout est bien documenté là avec tous les SDK. Mais si vous voulez avoir le code spécifique relatif à cette démo, vous le retrouvez ici sur mon GitHub. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Déjà, il ne faut pas être dérangé par tous ces fichiers spécifiques. Voilà, donc vous pourrez retrouver ici, majoritairement ces fichiers-ci sont entièrement dédiés au déploiement. Généralement, lorsque vous devez analyser en fait la structure d'un MCP, il faudra généralement aller dans les sources. Ici à l'intérieur, ici le MCP a été écrit en TypeScript. Il faut savoir qu'on peut écrire très facilement un MCP dans quasiment tous les langages et ce grâce tout simplement grâce au travail qu'a fait Anthropic sur le sujet. Ils ont fait des SDK pour quasiment tous les langages, du C#, du Go, du PHP, du Ruby, du Rust, du Swift, du TypeScript. Donc, ce qui fait qu'avec ça, c'est très, très facile de pouvoir écrire efficacement un MCP. OK. Donc, ici, c'est un exemple en TypeScript. Donc, ici, on va voir, en fait, on va essayer d'analyser rapidement ce qui fait ce code ici. Par exemple, ici, MCP Server. Ici, on fait donc appel au SDK du modèle Context Protocol qui se trouve dans le repo. On fait donc appel à ça et on va simplement pouvoir accéder au serveur MCP. Ensuite, on a deux méthodes qui sont importées. On a le Streamlabel HTTP Server Transport. Ça, c'est généralement un modèle qu'on va utiliser pour lorsqu'on veut pouvoir communiquer avec notre serveur lorsqu'il est en ligne. Et le STDIO Server Transport lorsqu'on est en local simplement. Après, Express, c'est juste un package pour pouvoir manipuler les serveurs. Il y a rien de vraiment intéressant par rapport au MCP. Donc, ces trois premières lignes-ci, donc, comme je dis, ça c'est pour importer le serveur. Ça, c'est par rapport aux différents protocoles de transport. Si vous vous rappelez, STDIO Server Transport, c'est pour communiquer en local. Streamlit HTTP Server Transport, c'est pour communiquer soit en local, soit lorsque le serveur est déployé. Les autres lignes intéressantes, c'est Register Tools. On comprend que ça, c'est une fonction qui nous permet d'enregistrer les outils. Et on voit que les outils sont dans Tools, donc dans le dossier Tools. Et dans Index, on va trouver les outils. Ensuite, Register Resource, ça va être dans Tool Resource. Register Prompt, ça va être dans Tool Prompt. Donc, lorsque vous avez besoin d'analyser tout simplement le fonctionnement d'un serveur MCP, peu importe la complexité de son code, vous devez simplement trouver où est-ce que l'importation du package du SDK se fait,
ou est-ce que la récupération des outils est faite et aller à l'intérieur explorer. Donc, le reste ici du code est assez simple. On voit ici qu'on crée le serveur. Ici, pour créer le serveur, on crée un nouveau serveur MCP. On lui donne un nom, on lui donne une version et on enregistre simplement au niveau du serveur les outils, les ressources et les prompts et on retourne le serveur. Ici, au niveau de la couche transport, comme je vous ai dit, pour ce qui est du SCD2 transport, on peut facilement communiquer avec lui directement au niveau local. Donc, on utilise le create server qui va créer le MCP server et enregistrer les outils. Ensuite, on définit la couche transport qu'il va utiliser. Donc, par exemple, ici, new SCD-IO transport et on retourne la connexion simplement, le serveur qui attend la connexion en SCD-IO. On fait la même chose en ce qui concerne le HTTP transport. Voilà. À l'intérieur de ça, on va utiliser un serveur express, tout simplement pour faire tourner. Ensuite, ici, on ajoute généralement une méthode. Ça, c'est généralement quand on déploie un serveur, généralement, il y aura une méthode qui s'appelle health, qui vient généralement, lorsqu'on fait du déploiement, on appelle généralement ça du healthy check. Ça veut dire vérifier en fait que le serveur a bien démarré. Donc, généralement, ça permet de vérifier ça. Donc, ça, c'est juste une requête de vérification. Après, ici, c'est là où on fait vraiment l'enregistrement des points MCP, donc les différents points MCP. Et là, vraiment, on définit la couche. La grosse différence, c'est qu'on définit maintenant ici une couche transport, Streamlit HTTP transport. Voilà. Et après, on définit diverses conditions et on le fait écouter sur un port spécifique. Et ici, simplement, c'est une condition pour dire que si la valeur d'environnement est transport, là, si c'est HTTP, on va utiliser un certain processus. Et si c'est SCDO, on va utiliser un certain processus. Aussi simple que ça. Donc, le code en lui-même n'est pas très complexe. C'est beaucoup plus simplement, si vous voulez analyser un MCP, comme je vous dis, trouvez la zone là où le SDK a été défini et vous vous concentrez pour voir spécifiquement où se trouvent simplement les outils, où se trouvent les ressources et où se trouvent les prompts. Donc, nous, on va aller voir un peu ici les outils. Donc, ici, au niveau des outils, on voit simplement ici que au niveau des outils, on a quelques outils. On a par exemple ici un outil, si on regarde un peu par rapport aux différents éléments, on va se rendre compte que c'est la fonction, comme vous avez vu, registre tout qui permet d'enregistrer les outils. On a un premier outil aussi. Quel est son nom? On se rappelle avec server.to. Son nom, c'est quoi? Greet. Donc, ça, c'est son nom, sa description. Saluer une personne dans la langue de son choix. Donc, ça, c'est la description qui sera donnée à l'intelligence artificielle. Et il a combien de paramètres? 2. Il a un paramètre name avec une description. Ici, c'est le nom de la personne. Il a un paramètre enum. Ici, il a pas mal de choses aussi. Il a différentes langues, je vais dire autant pour moi, qui est une énumération. Il a pas mal de langues disponibles. Par défaut, c'est le français. Et ici, la description, c'est langue du salut. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va faire simplement, après avoir récupéré le nom et la langue, en fonction de la langue, si c'est par exemple le français, il va dire bonjour, il va mettre le nom de la personne qui aura été donnée et il va dire bienvenue dans le monde MCP. Si c'est de l'anglais, il va dire hello, welcome to, voilà, ainsi de suite par rapport aux différents langages. Il y a un deuxième outil qui s'appelle Create Note, donc qui permet, Create Note pour moi, qui permet de créer une note dans le système. Lui, il prend 3 éléments, dont 3 paramètres, le ID qui est l'identifiant unique de la note, il prend le title qui est le titre de la note, il prend le content qui est simplement le contenu de la note en termes de markdown. Et qu'est-ce que lui retourne? S'il y a un ID, il retourne simplement un texte et le texte dit erreur, la note du machin existe déjà. Ça veut dire si dans la liste des notes on a déjà ce ID qui est défini, alors il va dire cette erreur-là. Si ce n'est pas le cas, alors ça veut dire qu'il peut définir cette note-là et en fonction de ce qui a été donné, il va écrire simplement note, titre ceci, ID ça, créé avec succès. Ensuite, on a ici dans le tool 3 lister les notes. Donc ici, il peut lister les notes. Donc liste de notes disponibles. Donc ici, il va avoir ici, s'il n'y a pas de notes disponibles, il va envoyer aucune note disponible. Si c'est le cas contraire qu'il y a des notes disponibles, il va les lister entièrement en mettant cette structure-ci. Outil 4, get note, c'est pour récupérer une note spécifique en fonction de son ID. On le voit là. Ensuite, delete note. Donc vous voyez un peu le principe de création des outils. C'est pas très compliqué après de regarder comment ça se passe à l'intérieur. Ensuite, au niveau des prompts, on peut regarder les prompts. On a un premier prompt ici, code review, qui permet d'analyser les codes selon les pratiques. On voit ici qu'il a 2 paramètres, comme on a vu par exemple là-bas, et qui retourne pas mal de choses. Ensuite, au niveau du deuxième prompt, explain MPP permet d'expliquer tout simplement le contexte du MTP de manière pédagogique. Donc, il va te donner un peu pour un débutant, etc., ce que c'est, pour un intermédiaire, il va te dire ce que c'est, pour un avancé, etc. Voilà, donc voilà un peu les prompts qui sont disponibles. Et après, pour les ressources, on voit ici qu'il y a quelques ressources disponibles aussi. Server info qui se trouve ici en termes de statut. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il retourne un JSON.
dit zone contient avec cette URS ici, et qui retourne aussi ces éléments-ci comme par exemple démo, la version, ici process uptime, etc. Donc il retourne certaines informations, ainsi de suite. Donc c'est aussi simple que ça pour lire en fait le contenu d'un MCP. Alors comment, une fois que ceci a été rédigé, comment est-ce qu'on fait pour le déployer en local? On va tester le premier cas du local. Pour ça, je vais ouvrir tout simplement un terminal et j'ai déjà préparé quelques commandes ici, tout simplement. Voilà, donc par exemple en local, donc ça dépend de ce que vous utilisez, vous pouvez utiliser pnpm pour installer les packages. Et ici, on va utiliser pnpm install pour installer tous les paquets dont on a besoin. Ensuite, on va utiliser pnpm build pour qu'il puisse compiler tous ces éléments-ci et nous produit run build, ça veut dire qu'il puisse compiler et nous produit tout simplement le serveur et l'exécuter. Et ensuite, pnpm home inspect. Inspect, en fait, c'est un outil qui permet facilement dans le navigateur de pouvoir inspecter ce qui se passe au niveau tout simplement du MCP. Donc, on va lancer ces trois commandes-là. Ah, il va installer le nécessaire. Donc, il installe les différents modules nécessaires. Voilà, maintenant c'est terminé. On va faire un pnpm run build pour tout simplement pour qu'il puisse simplement build et exécuter l'ensemble. Voilà. Et après, on va faire tout simplement ici un pnpm inspect. Et là, ça va nous permettre en fait de pouvoir obtenir l'inspecteur. Donc, run inspect, ça veut dire qu'il va exécuter l'inspecteur sur une adresse donnée. Et nous, on pourra, au travers de l'inspecteur, voir en fait ce qui se passe lorsqu'on a besoin de communiquer avec ce protocole MCP. On va patienter quelques instants qu'il installe les éléments nécessaires pour obtenir l'inspecteur. Voilà. Et là, il nous a donné une adresse sur laquelle on peut accéder à l'inspecteur et voir concrètement ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Et donc ici, comme vous pouvez voir, ici on a le mode, le type, le transport type. Nous, par exemple, on va rester, comme je vous dis, voilà les trois modes qu'on a déjà vus. Nous, on va rester, par exemple, sur le mode STDI, qui est le mode de fonctionnement local. Donc ça ici, c'est les commandes qu'on peut taper, c'est du node. Ici, l'argument, c'est simplement où est-ce qu'on va tout simplement, où simplement va se trouver simplement le serveur qu'on a compilé. Et si on revient au niveau du code, on verra effectivement que si on va dans 10, on a effectivement ici donc le index.js qui est en fait toute la compilation qui a été faite pour le serveur. Aussi simple que ça. Donc maintenant, si j'essaye de me connecter, donc si on essaye de se connecter au serveur, là, il s'est connecté. Et donc, comme vous l'avez dit, lorsqu'il se connecte au serveur, vous avez ici, au niveau de l'historique, on a vu, première étape, il a envoyé initialize, il a reçu initialize, il a eu les notifications du serveur, donc tout est OK. Maintenant, on peut passer à la seconde étape qui est le list discovery. Donc, il y a pas mal de choses qu'on peut discovery. On peut discovery les resources, on peut discovery les prompts, on peut discovery les tools. Donc, on peut discovery chacun de ces éléments-ci. Donc, moi, par exemple, je vais ici discovery d'abord la liste des outils pour savoir que c'est outil à disposition. Comme on peut le voir, il y a pas mal d'outils à disposition. Il y a Grid, il y a Create Node, il y a List. On a déjà vu un peu comment fonctionnent ces outils-là. Et quand on entre sur un outil ici, on a directement ici les différents éléments qui sont possibles. Par exemple, si on dit entre le prénom de la personne, moi je vais dire par exemple, je veux Roméo et je veux qu'il me salue Roméo en français. Et si je mets Roméo, on me dit, comme on a dit, bonjour Roméo, bienvenue dans le monde du MCP. Si j'avais choisi en anglais, comme on a pu le voir, il va dire maintenant hello Roméo. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Donc l'inspecteur nous permet de faire cela. Mais dans la vraie vie, généralement, vous allez devoir utiliser des requêtes HTTP parce que les serveurs avec lesquels vous communiquez sont en ligne, ou alors vous allez devoir configurer cet outil-ci pour qu'il puisse directement être présent dans votre outil comme Cloud Desktop, autant pour moi.
Donc voilà, donc même chose ici, on peut découvrir les prompts, on peut voir la liste des prompts disponibles avec les différents paramètres. On peut utiliser ici au niveau du get prompt, donc par exemple ici, là le langage, il n'est pas visible dans le code review, donc il est simplement required. Donc si je fais get prompt ici, par exemple, comme je n'ai pas rempli les paramètres, j'aurai simplement une erreur, donc il va me dire qu'il fallait que je choisisse entre tout simplement si c'est du Python, du Go ou du reste, etc. Voilà. Donc ça c'est ici par exemple, ça c'est quand on a oublié de mettre des paramètres importants et là on va notifier par rapport à ça. Même chose, on peut avoir list restored et ici comme je vous ai dit, ici il y a des ressources, etc. qui sont sur format de template à l'intérieur on peut aussi avoir accès. Donc voilà un peu, ici j'ai fait server info et donc lui il a renvoyé en fait tout simplement ce qu'on a eu à voir. Ça veut dire sous ceci server info et là il m'a directement envoyé les différents éléments qu'on a pu avoir dans la ressource. Donc voilà un peu comment fonctionne un protocole MCP. Ensuite, pour ce qui est du déploiement en ligne, vous allez par exemple voir ici, je vous ai prévu des commandes de déploiement toutes disponibles ici avec Cloudflare, etc. Je ferai des vidéos spécifiques parce que ce serait bien qu'on explique un peu comment ça se structure. C'est vrai que ce n'est pas trop dans le cadre de l'IA, mais parce que en fait c'est beaucoup plus une partie des DevOps. Je laisserai des vidéos spécifiques parce que je préfère que cette chaîne reste uniquement axée sur tout ce qui est IA et automatisation, notamment leur utilisation dans le domaine du business. Mais majoritairement, j'ai une autre chaîne où je présente en fait beaucoup plus en profondeur les concepts de DevOps avec par exemple Docker Compose, etc. Je vous ferai une vidéo là-dessus et je la mettrai simplement à votre disposition. Vous pourrez par exemple en me suivant sur LinkedIn avoir le lien de cette vidéo-là où j'expliquerai comment fonctionne Docker très simplement et comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour le mettre en production. De toute façon, vous pourrez avoir ici quelques commandes déjà disponibles qui vous permettent de déployer aussi bien avec Docker que de déployer directement dans le worker Cloudflare. Donc voilà un peu pour ce qui concerne en fait tout simplement les aspects qui sont liés au fonctionnement du MCP. C'est pas vraiment très compliqué. Le plus important surtout c'est de développer cette habitude-là que lorsque vous allez avoir besoin d'utiliser un protocole MCP, de faire souvent au moins c'est l'effort de comprendre et surtout de pouvoir même souvent essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur et on verra pourquoi par la suite. Donc pour revenir un peu au serveur complet, regardez ensemble les différentes parties. Comme on a pu le dire, il y a deux choses importantes, vraiment essentielles. Savoir quel SDK on importe. Donc ici, c'est l'SDK qui nous permet d'importer le MCP Server. On a tout simplement le STDIO Server Transport qui est la manière qui a été utilisée pour communiquer. Par la suite, on va simplement utiliser ce élément-là et de cet élément-là, ce serveur, ce SDK-là, pour créer le serveur. On va lui donner un nom et une version. Après, on va simplement procéder à l'enregistrement des outils. Donc ici, l'outil Grid avec saluer une personne, sa description, les paramètres qu'il prend, name, language, tout simplement. Et l'action qu'il fait, c'est de dire en fonction de la langue. Ici, par exemple, il dit bonjour, ceci. Ici, il dit hello, name, etc. Ensuite, au niveau des ressources, c'est la même chose, c'est server.ressources pour enregistrer une ressource à un nom, une description et une URI. Voilà. Et on peut faire exactement la même chose en Python. En Python, on va toujours avoir ici une importation donc from MCP serve fast MCP, c'est le nom en fait du SDK ou du framework, ça dépend de comment est-ce qu'on le voit, on le voit. Donc fast MCP. Après on a une énumération. Ici fast MCP permet de faire la même chose, il permet d'enregistrer le MCP. Ici il a déclaré une classe simplement qui permet en fait d'avoir une énumération FR, EN ou français, anglais ou espagnol. Ici il déclare les outils. Donc le premier outil c'est l'outil Grid qui va prendre aussi un nom et une langue. Et ici, c'est le son descriptif. Et ici, qu'est-ce qu'il retourne simplement en fonction de la langue? Il retourne bonjour, name, hello, ceci. Ressources, ça va être mcp, mcp.ressources, et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça le principe. Bien. Maintenant, donc, on l'a vu, on peut tester assez facilement MCP au travers de l'inspecteur. On a vu à voir, il existe aussi des inspecteurs en Python. Donc, c'est facile de pouvoir tester et de pouvoir expérimenter son MCP une fois qu'il a été construit au travers de l'inspecteur ou alors vous pouvez le connecter directement à Cloud Code Desktop. Donc, l'inspecteur va s'ouvrir sur une URL. Vous allez avoir les différents onglets. Vous pourrez accéder aux différentes configurations. Vous pourrez faire des calls, vous pourrez faire des read resources, etc. Donc, comme j'ai dit, il est possible de connecter directement les MCP à Cloud Desktop
afin qu'ils puissent directement connecter. Je ferai une vidéo spécifique où je vous montrerai comment est-ce que je connecte Cloud Desktop à un MCP Blender qui permet en fait de faire différentes structures de modélisation en automatique, juste en donnant la structure à Cloud Desktop, et puis va se connecter à Blender et va créer la structure et même l'optimiser en fonction du descriptif du pipeline qu'on va donner pour la création du visuel 3D. Donc ici, une fois qu'on a défini ça dans la configuration, ça c'est l'ajout manuel en fait d'un MCP. Il suffit de redémarrer Cloud Desktop et après tu peux lui donner différents éléments et lui dire seulement appelle-moi Grid par exemple. Donc ici il dit salut Alice en espagnol. Claude va comprendre en fait qu'il doit appeler Grid pour pouvoir saluer et là ça va donner hello Alice espagnol. C'est simple que ça. Si tu dis par exemple montre-moi la configuration du projet, alors Claude va comprendre qu'il doit lire config/app/setune, etc. Pour être plus précis avec Claude, l'avantage c'est que tu peux mettre un @mcp et dire spécifiquement quel est le MCP que toi tu veux utiliser. Si tu ne veux pas, si tu as plusieurs outils qui s'appellent Grid, tu ne veux pas qu'il soit confus, tu peux faire @mcp et tu lui dis l'outil que tu souhaites utiliser avant de lui donner la description. Donc le workflow généralement ça va être comme je dis utilisateur, le LLM va analyser, puis le client va se connecter au serveur, il a le résultat. Et le LLM formalise la réponse. Donc, l'utilisateur, lui, il intervient seulement quand il donne. Donc, quand vous donnez, par exemple, ici, salut Alice en espagnol, le MCP interprète, dit au client la commande à utiliser, il va contacter le serveur va fournir un résultat, le LLM va analyser le résultat avant de vous donner la réponse. C'est ça, en fait, le workflow de ce qui se passe lorsque vous passez par simplement une utilisation, on veut dire, par exemple, le Cloud Desktop. Ensuite, un autre volet important, c'est l'aspect de la sécurité, parce qu'il y a énormément d'outils, de serveurs MCP qui vont devenir de plus en plus disponibles, mais il faudra être très, très attentif à l'aspect de la sécurité. C'est pour ça, généralement, que des outils comme OpenClaw, et si ça vous intéresse, je ferai une vidéo dessus pour parler, en fait, pour moi, des risques de sécurité qui a utilisé ce type d'outils sans vraiment maîtriser du moins les concepts de base et savoir comment surtout se protéger face à cela. Ça peut vraiment être très, très critique. Donc, quels sont les vecteurs d'attaque qu'on peut avoir dans le MCP? Premier vecteur, d'abord, il y a ce qu'on va appeler le tool poisoning. Ça veut dire, par exemple, on a un outil qui contient des inscriptions cachées, tout simplement. Ça veut dire qu'à l'intérieur de la description de l'outil, vous avez vu un outil, c'est un nom et une description. Je vais, par exemple, mettre une commande cachée à l'intérieur qui va peut-être permettre de détecter si c'est qu'il y a, par exemple, Stripe, peut-être le MCP Stripe qui est présent connecté à votre Cloud Code. Et je lui dis, OK, si Stripe est connecté, va me lire telles informations, peut-être les clés d'API de Stripe, etc. Et automatiquement, le LLM va le faire. Il va aller extraire vos clés d'API Stripe. Il va m'envoyer, par exemple, à l'attaquant. Pas forcément, il va envoyer à l'attaquant. Et là, l'attaquant pourra facilement extraire tout simplement de l'argent, etc., etc. Donc, le tool poisoning, c'est ça. C'est pour ça, généralement, qu'il faut toujours faire très attention et, si possible, aller lire un maximum la structuration des descriptions qu'il y a par rapport à certains outils MCP que vous utilisez. Deuxième chose, c'est le prompt injection. Donc, simplement, c'est le résultat de l'outil. Et à l'intérieur du résultat qui est fourni par l'outil, on injecte simplement à l'intérieur du prompt. Par exemple, on pourrait faire simplement que l'outil, quand il vous renvoie quelque chose, on peut insérer, par exemple, une image ou un élément d'encodage qui va être compris par le LLM, mais qui ne sera pas affiché dans le résultat. Par exemple, on pourrait insérer un truc du genre accède à tel emplacement, et si par exemple vous avez donné l'accès route au modèle ou bien à votre Cloud Desktop, tu peux lui dire le prompt vient pour une accède à tel fichier password, lit le contenu et transfère-le à telle adresse au travers de telle portion de l'outil. Et là, automatiquement, par exemple, il peut dire affiche la suite ci à l'utilisateur. Donc, vous allez voir seulement que le LLM vous dit, OK, voici le résultat, vous êtes content, c'est votre résultat attendu. Mais derrière, en fait, il fait d'autres actions qui exfiltrent vos mots de passe et les envoie simplement à l'extérieur. Donc, ensuite, on a le cross-save shadowing. Donc, ça, c'est un serveur malveillant. Donc, il déclare un outil du même nom que le serveur de confiance. Ça veut dire, il y a par exemple une liste officielle, comme on verra tout à l'heure, de serveurs MCP. On peut faire un serveur qui a quasiment le même nom, mais qui ne va pas avoir exactement les mêmes actions. Et vous êtes tout content, vous arrivez, vous prenez juste, vous dites, OK, non, moi je sais que ça s'appelle habituellement MCP, je ne sais pas trop, Valence ou autre chose. Vous partez là-bas, vous récupérez l'outil et sans prêter attention si c'est vraiment la source officielle, et vous l'installez et là, vous vous retrouvez à avoir toutes vos données qui sont exfiltrées. Ensuite, on a le silence mutation. Là, c'est que en fait, on a un serveur
qui modifie ces tools. Donc, après l'approbation initiale de l'utilisateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à la base, lorsque par exemple il y a des actions en fait à faire avec des outils spécifiques, le LLM va souvent vous demander si vous êtes autorisé. Donc, vous imaginez en fait tout simplement un serveur qui est conçu pour que dès que le serveur lui notifie, que le LLM lui notifie que ok, d'accord, le client lui notifie que oui, l'autorisation d'accès a été donnée par le client, lui modifie directement son tool à la volée, dans le code de son tool à la volée. Automatiquement, le client lui il intègre la nouvelle architecture de simplement de ce tools là, et à l'intérieur de ce tools il y a une description cachée. Donc par exemple il y a du tool poisoning à l'intérieur et qui permet aussi d'expliciter ces données. Donc après on a le token chief. Donc ça c'est vraiment le serveur qui peut être réutilisé en fait plusieurs fois les tokens, donc les hauts tokens pour d'autres serveurs non spécifiques. Ensuite on a le root pool. Donc ça va être un serveur qui est fiable, donc qui est vraiment mise à jour, mais qui est mise à jour avec du code malveillant. Donc ça, généralement, c'est une partie, c'est une part en fait c'est un type d'attaque spécifique qui commence déjà à être bien répandu et qui commence déjà à se démocratiser de plus en plus. C'est ce qu'on appelle des supply chain attaques. Là, généralement, ça va être que un attaquant va rechercher en fait qui a le maintien sur le serveur, et en attaquant le GitHub et en ayant accès au repo de la personne qui contrôle en fait le serveur officiel, ils vont injecter à l'intérieur de ce serveur-là un code malveillant. Et comme tous les utilisateurs vont faire des mises à jour spécifiques par rapport à cet outil-là, en faisant la mise à jour, ils importent tout le code malveillant, et ça fait en fait une explosion massive d'attaques. C'est vraiment quelque chose qui est en train de se démocratiser et qui, pour moi, au fil des années à venir, sont des attaques qui vont arriver beaucoup plus régulièrement. Les attaques se placent en attaque, même chose que les business logic errors. Donc, il faudra faire beaucoup d'attention au type de mise à jour, à savoir vraiment ce qui est importé, etc. Voilà. Donc, là, l'utilité, en fait, la sécurité qu'il y a derrière depuis juin 2025, le MCP a adopté en fait ce qu'on appelle le OO2. C'est pas nouveau, c'est vraiment un système de sécurité qui existe depuis longtemps et qui est généralement basé sur les access tokens avec généralement le format JW token qui est un format suffisamment épuré. Donc, l'utilisateur avec le host, et là, la communication elle est sécurisée avec le serveur via un autre serveur généralement et au travers d'un token qui est le JW token. Voilà. Et donc, avec le MCP Hot Server, on a les Hot Resources, donc c'est uniquement la source officielle à laquelle il faut communiquer. On a la référence qui a été donnée à l'intérieur si vous voulez encore approfondir bien votre compréhension par rapport à cela. Ensuite, donc le serveur peut lancer pas mal de systèmes de sécurité, notamment comme les browser flow via les OpenURL. Il y a par exemple la sécurité dans la transmission en fait de certains credentials, voilà, et pas mal de choses. Donc les bonnes pratiques de sécurité, comme on pourrait dire, il faut éviter en fait de donner trop de privilèges à tous ces nouveaux outils que vous allez installer, qui sont dans la hype et tout. Il faut vraiment structurer les privilèges que vous donnez à ces outils-là. Deuxième chose, c'est être toujours sûr quand vous donnez le consentement pour certaines actions spécifiques, généralement les actions de destruction. Donc supprimer ça, modifier ça, éditer ça, des trucs comme ça. Donc il faut savoir un peu utiliser des annotations. Par exemple, vérifier par exemple qu'il y a des annotations, par exemple, destructive in is true. Ce sont des outils généralement dangereux qui vont essayer en fait de flouter le client pour avoir accès à des opérations de destruction. Ensuite, validation server. Donc, il faut toujours être sûr des paramètres, etc. et tout. Voilà. Donc, il faut auditer régulièrement les appels aux outils que vous faites, donc les logs, etc. Donc, il ne faut pas faire confiance au descriptif. Ça, c'est autre chose, c'est très important. Vraiment pas confiance au descriptif. Ensuite, il faut pouvoir mettre du O2, des indications de vos ressources, etc. pour être sûr en fait de la communication avec le serveur. Il faut aussi vérifier tout simplement la résistance au tool poisoning. Ça veut dire tout ce qui va être falsification des descriptifs, etc. Injection, etc. Donc, pen test des dépendances, donc pour éviter les uploads automatiques de serveurs MCP. Moi, je ne vous recommande pas de faire des uploads automatiques de serveurs MCP. Ça, il faudra toujours être sûr de ce qui a vraiment été mis à jour avant de prendre un upload. Donc, il faut bien sûr surveiller tous les changes autorisés. Donc, pour la mise en production, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de possibilités de mise en production. C'est assez facile. On peut mettre en production au travers de Docker. Donc, une fois que c'est compilé et dans 10, il va simplement s'agir au travers de Docker de le déployer en ligne. Donc, je ferai une vidéo spécifique sur Docker, sur une autre chaîne, parce que comme je vous ai déjà dit, je préfère que cette chaîne-ci ne soit pas soit uniquement dédiée à tout ce qui est IA automatisation
et comment l'utiliser dans le domaine du business. C'est pour ça que je ferai vraiment une vidéo spécifique sur notre chaîne dédiée à Docker. Voilà, et vous pourrez voir là à l'intérieur. Je ferai aussi une série de vidéos sur cette chaîne aussi pour Cloudflare où je détaillerai un peu les Cloudflare Workers parce que Cloudflare est une technologie très très intéressante pour la scalabilité. Voilà. Donc, et le protocole aussi qui est utilisé lorsque le serveur est en ligne, c'est tout simplement le Streamlit HTTP. La différence généralement avec le Docker, c'est que généralement c'est un serveur horizontal de réplication, donc généralement on paye au coût du serveur, alors qu'avec les Cloudflare, on fait du pay per request et bien sûr l'avantage c'est la scalabilité. Voilà, avec le load balancing et tout ce qui va avec. Voilà, ensuite, il faut faire du monitoring lorsque vous déployez ou bien lorsque vous allez déployer un serveur MCP, votre propre serveur MCP, il faut pouvoir faire du monitoring là-dessus, notamment pour évaluer la latence, les taux d'erreur, etc. Donc, il faut pouvoir faire du monitoring là-dessus, sinon après, la facture de déploiement de serveur MCP que vous allez faire pourra être très, très, très salée. Donc, quelles sont les fonctionnalités avancées que l'on peut retrouver aujourd'hui? Par exemple, ici, on a les samplings. Les samplings, généralement, ça va être des messages spécifiques qu'on va créer avec des rôles spécifiques afin de pouvoir, en fait, faire des appels particuliers au LLM pour générer du contenu spécifique. Par exemple, ici, donc ça va être, on voit ici, par exemple, le serveur va envoyer un résultat de texte généré. Le client peut analyser au travers du LLM. Donc, par exemple, ici, un serveur de recherche, donc de spam, et des sous-agents pour résumer les documents. Donc, par exemple, vous avez peut-être, par exemple, une centaine de documents et vous voulez avoir un sous-agent qui va vous permettre de pouvoir résumer cela. Et vous voulez en fait pouvoir créer des messages bien formatés d'une certaine manière. C'est là où généralement le sampling create message va intervenir. Après, donc les différents l'élicitations, donc après ça permet aussi en fait d'avoir des questions spécifiques à l'utilisateur via des clients. C'est généralement des formats qui sont très utilisés, par exemple pour tout ce qui est maintenant très tendance avec l'AIDD pour IA Driven Development, où on va poser des séries de questions à l'utilisateur, etc., pour avoir des schémas, des spécifications, etc. Voilà. Donc ça, généralement, c'est des élicitations qu'on va utiliser pour faire vraiment des demandes spécifiques dans le process. Et on peut en créer comme ça plusieurs et architecturer son MCP au travers de ça, ou bien des requêtes futures de son LLM au travers de ça. Voilà. Donc, ensuite, les opérations asynchrones, comme j'ai dit, généralement, il y a des opérations qui peuvent être faites comme des souscriptions. On l'a vu avec les ressources et tu peux souscrire à une action qui va être définie plus tard dans le temps. On peut aussi faire des opérations asynchrones entre le client et le serveur. Ça veut dire lancer une tâche, laisser le serveur travailler et par exemple recevoir des notifications de temps en temps pour dire ok c'est à 10, 15, 20, 30, 40, 50% et à la fin c'est terminé. Ça généralement c'est très intéressant quand tu as besoin de faire des tâches qui vont prendre du temps. Par exemple, une tâche qui va peut-être par exemple prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps, tu peux construire un protocole MCP et là, envoyer la tâche et simplement attendre que le serveur MCP te notifie au moment où tu dis ok, donc c'est terminé, la tâche est terminée, tu peux aller regarder le résultat. C'est aussi simple que ça. Donc ça a vraiment beaucoup d'avantages d'avoir des tâches asynchrones comme ça. Et ça permet, il y a vraiment beaucoup de tâches qui prennent souvent pas mal de temps et on ne peut pas forcément attendre que la tâche soit terminée. On peut faire que le serveur fasse sa tâche et nous retourner l'information au moment où c'est terminé. Voilà. Donc, c'est un peu ça, les tâches d'opération asynchrones. Après aussi, on a les MCP apps qui sont en train de venir et qui sont très, très intéressants depuis 2025 aussi. Donc, ce sont des composants UI interactifs qui ont déjà la structure en fait du MCP. Par exemple, ici, on voit ici qu'on a un apps MCP qui est du type form, donc ça va être un formulaire, et son titre c'est create ticket. Et lui, il a différents fils, et avec une action de création dans l'UI, directement le MCP interagit et peut permettre en fait un ajustement au niveau de la structure même du form et des fils. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Peut-être dans l'autre chaîne aussi, je ferai une vidéo vraiment où je montrerai comment est-ce que les MCP UI components s'utilisent. Voilà, ou bien je reviendrai si je ferai juste une vidéo, mais je n'entrerai pas dans tous les aspects de développement, mais je présenterai juste comment est-ce que cette technologie est utilisée, car moi je trouve qu'elle est très très intéressante. Voilà, donc pour les dashboards, pour les formules, etc., c'est très 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 performant. Voilà. Donc, enfin, les écosystèmes à venir. Première chose, qui utilise les MCP? On a vu les clients, donc tous les clients qui utilisent, donc Cloud Desktop, ChatGPT, Gemini, QSO, VS Code, Z, Windsurf, etc.
Ensuite, on a les SDK. Les SDK dans quasiment tout le langage, les langages les plus pertinents, donc TypeScript, Python, Go, Java, Kotlin, C#, .NET, Rust, Swift, Ruby. On a les frameworks qui sortent de plus en plus. On a par exemple FastMTP qui est un framework, EasyMTP en TypeScript. On a le Foxy Context pour le Go, etc. Ce sont les frameworks qui facilitent en fait simplement encore beaucoup plus la création de protocoles MCP. Ensuite, on a les éléments cloud comme le Cloudflare Worker, AWS, Azure, Google Cloud, voilà, Docker, etc. Donc, Docker, Kubernetes, tout ce qui suit. Donc, voilà un peu tous les éléments ou tous les aspects qu'on peut avoir dans l'utilisation d'un protocole MCP. Vraiment, c'est un protocole très, très intéressant et qui peut vraiment permettre de booster vraiment votre architecture IA à un niveau bien plus élevé. Voilà. Donc, bien sûr, l'avantage fondamental, comme je dis toujours, c'est que le protocole est open source. Donc, on sait ce qu'il y a dedans. C'est très intéressant. Et surtout, il est gouverné par l'Agentic AI Foundation, qui est vraiment une agence qui vient de l'Unix Foundation. Pour ceux qui connaissent quand même un peu Linux, c'est tout ce qui va être open source, etc. Donc, c'est très intéressant. Ça a de fortes chances de rester open source pendant très, très longtemps. Et donc, on va toujours pouvoir savoir un peu ce qu'on est en train d'installer chez nous et comment est-ce que tout ça fonctionne. Et ça, c'est cool. Donc, l'avenir, donc, comme je dis, la gouvernance est ouverte. Donc, ça, c'est bien. Donc, on va toujours savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ce protocole-là. Ça, c'est très intéressant. Autre chose, on a le MCP rédigeur. Ça nous permet en fait de savoir quels sont les outils standardisés qui existent et qui sont publiés. Les serveurs standardisés, ça veut dire ceux qui ont été validés. Ensuite, on a les MCP Apps, donc les UI interactives, les rendus de texte en conversation, etc., qui arrivent, qui sont très intéressants. Les tâches asynchrones qui vont devenir de plus en plus natives pour les tâches longues, les streams, tout ce qui est progression, etc. Les servers identify qui vont venir aussi, qui sont très intéressants, qui vont nous permettre aussi de pouvoir faire de la vérification au niveau cryptographique, notamment par exemple pour les achats de licences, des trucs comme ça. On a les stateless transport qui va permettre de faire la scalabilité pour les entreprises, qui est très intéressant. On a le context engineering, donc qui va permettre en fait d'importer beaucoup plus de contexte comme des briques fondamentales dans tout ce qui sera structuration du MCP. On a tout ce qui va être multi-agent, donc un serveur d'orchestrateur de serveurs, ça c'est très très intéressant. On pourra par exemple avoir un serveur spécialisé dans tous les aspects de la jurisprudence qui existe dans le monde, avoir un serveur spécialisé et qui orchestre des agents spécialisés eux aussi. Par exemple, un serveur qui est spécialisé en droit des affaires, un serveur qui est spécialisé en droit du mariage, etc. Et à la fin, on a un serveur qui, lui, est spécialisé dans la jurisprudence d'un pays et qui peut appeler tous ces sous-serveurs-là. Donc, ça, c'est très, très intéressant. On a, bien sûr, comme je l'ai dit, le Supply Chain Security qui va commencer à arriver pour pouvoir signer mieux les serveurs parce que vous avez parlé de la dangerosité des supply chain attaques. On a les entreprises qui adoptent ça massivement au travers du cloud, au travers de pas mal de choses. Donc, c'est vraiment une technologie qu'il faut vraiment maîtriser et savoir comment utiliser. C'est vraiment le moment. Voilà. Et donc, au niveau des ressources essentielles pour maîtriser en fait cela, pour maîtriser toutes ces notions-là, premièrement, il y a 3 ressources essentielles que moi, je vous recommande d'utiliser, qui sont vraiment importantes. Ici, on a le GitHub pour tout ce qui est développement. Vraiment, le GitHub, il est propre. Vraiment, vous pouvez avoir tous les détails. La documentation, elle est très bien rédigée. Vous pouvez avoir pas mal de choses à l'intérieur au niveau des SDK, etc., comment s'implémenter et autres. Deuxième autre chose, c'est tout simplement modelcontext.io, toute la documentation aussi, qui est très bien rédigée, très bien écrite, etc., avec pas mal de choses intéressantes au niveau de l'architecture des serveurs, etc. Donc, c'est aussi très bien rédigé. Après, il y a le blog aussi que je vous recommande. Donc, généralement, il se trouve à blog.modelcontextprotocol.io. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il ne s'ouvre pas. Donc, moi, je suis allé dans la Webam Machine. Voilà un peu à quoi est-ce qu'il ressemble. Donc, quand il va pouvoir s'ouvrir, vous allez avoir ça. Vous allez avoir différents articles de blog. S'il ne s'ouvre pas, vous pouvez aller sur modelcontext.info/blog. À l'intérieur de ça, vous aurez aussi le blog qui reprend ces articles-là et qui les détaille aussi très, très bien, notamment les fonctionnalités à venir, etc. C'est un très bon site de veille du protocole. Donc, je vous conseille aussi de pouvoir regarder ça. Donc, voilà pour moi les sites de veille, les 3 sites de veille les plus intéressants. Donc, on a le GitHub, on a ici le model.io et normalement le blog qui est soit ici ou ici. Bien sûr, je laisserai tous les liens en description ou alors en premier commentaire de la vidéo. Donc,
En plus de ça, nous avons différents, comment dire, les outils pour tester. On a le MCP Inspector. On a deux annuaires. On a mct.so qui est un annuaire aussi. Donc, un annuaire qui est disponible en ligne. Donc, si vous allez en ligne et que vous tapez mcp.so, vous allez avoir un registre ici qui a plein d'outils MCP. Donc, que vous pouvez utiliser, plein de serveurs MCP. Si par exemple, je veux un serveur MCP sur Blender, je vais taper Blender. Et là, je vais avoir plein de MCP différents à l'intérieur. Je vous conseille quand même, avant d'installer un de ces MCP-ci, de prendre la peine d'aller visiter le code source du serveur sur GitHub. Certains ne sont pas disponibles, donc je vous conseille de chercher un serveur qui, lui, est disponible. Est-ce qu'on peut en avoir un ici? Et réussissons de partir dans la classification Blender. Voilà, bon, ici on peut en avoir un ici, sur un peu celui-ci. Donc là, visitez le GitHub. Voilà, je vous conseille d'avoir un, vous pouvez avoir un peu vous pouvez mettre un peu le main dans la cambouis. Donc, pour voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur dans les sources, que ça fait, etc. Voilà, pour voir un peu de quoi est constitué le serveur. Donc, par exemple, ici, le serveur, si vous voyez ici, par exemple, ici, il importe face machin. Dans face MCP, il importe ceci. Donc, je suppose que c'est dans ce fichier-ci qui doit avoir face MCP. Si on se rappelle, c'est le framework. Donc, je peux chercher quelque chose qui s'appelle aussi face MCP pour voir si je peux retrouver des éléments à l'intérieur. Le voici. Voilà, à l'intérieur de ceci, voilà, je vois qu'il y a face MCP ici, il appelle ça. Et dans Tools, qui sont les outils qui m'intéressent, je vois que lui, il y a un truc qui s'appelle Tools. Et à l'intérieur de ça, il y a un Tools Function. Donc, dans Tools ici. Donc, je comprends qu'il faut que je cherche un fichier Tools. Donc, Tools, il est là. Voilà. Et à l'intérieur de ça, je vois qu'il y a une fonction de définition des outils. Et donc, je peux regarder un peu à l'intérieur les différents outils qui sont définis avec les paramètres et m'assurer que vraiment, cet outil, vraiment, il communique avec Blender et ne fait pas autre chose. Moi, je vous conseille d'avoir toujours l'habitude de vérifier cela. Voilà. Donc, et donc, on a pas mal de SDA qui sont disponibles dans tous les langages. Donc, moi, j'invite vraiment à tester, expérimenter, amusez-vous avec tout ça, car c'est vraiment un protocole très, très intéressant. C'est vraiment un protocole qui sera beaucoup utilisé dans l'avenir. Donc, pour récapituler, le MCP, c'est un protocole qui est ouvert, standardisé et qui est beaucoup utilisé déjà dans le monde réel, qui permet de faire des connexions avec l'IA. Donc, l'architecture, on a host client, serveur et tout ce qui est transport au travers du protocole JSON RC2. Les primitives, 3 primitives, les tools, les ressources et les prompts. Le cycle de vie, initialize, discovery, opération, shutdown. Le TypeScript, Python, il y a les SDK à disposition. La sécurité, faites attention et surtout pensez à avoir votre protocole d'authentification et la mise en production. Il y a pas mal de choses avec Docker, Cloudflare. Le monitoring et surtout les tests. Et après, il y a pas mal de choses avancées qui arrivent comme les MCP apps, tout ce qui est multi-agent. Et l'écosystème est large, il est grand, il est très intéressant et surtout il est open source. Donc, je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo. Je prépare des articles dès la semaine prochaine qui vont vous permettre de pouvoir entrer beaucoup plus en profondeur. Ces articles seront disponibles sur mon blog. Je laisserai toujours le lien en description ou en premier commentaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette masterclass et moi, je vous dis à la prochaine.